Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on est là pour un nouveau podcast du Collabs. Donc aujourd'hui, on est avec Régis Gambberg. On l'a déjà eu sur une intervention sur le Trait.js, un petit podcast de présentation, parce que forcément, il a plusieurs facettes et plusieurs atouts dans ses manches. Aujourd'hui, il va nous montrer comment on peut simuler un humain sur un site web, et notamment les interactions que l'humain va avoir avec ce site web. Je te laisse rapidement te présenter et présenter ce que tu vas faire. Du coup, je suis développeur et designer. Ouais. Là, en CDI, mais je fais aussi du freelance. Et du coup, je vais vous présenter un peu comment automatiser des actions en ligne. Par exemple, avec Puppeteer. Par exemple, cliquer sur un bouton, typer sur des choses, etc. Par exemple, un cas d'utilisation qui m'est déjà arrivé, c'est que j'ai raté mon plateau de moto. C'était un examen de moto. Ouais. Et fallait que je trouve une auto-école qui a une place de libre. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai automatisé le code qui va aller chercher sur Google Maps tous les emails et envoyer des mails automatiques à un peu tout le monde. Ouais, ok. Voilà, c'est un peu bête. Ou je peux vous montrer encore un Tinder automatique. Ouais, alors c'est une démo, je le répète, c'est à but éducatif. Complètement éducatif. Il n'y a pas de... En gros, il ne l'utilise pas, c'est simplement pour montrer qu'on peut totalement automatiser. Pourquoi il a pris Tinder? Parce qu'il y a le swipe qui est extrêmement facile d'accès et la sécurité qui est plutôt faible. On verra par la suite, il nous en parlera, mais sur des sites comme TikTok ou d'autres trucs, c'est beaucoup plus fort. Typiquement Instagram, tu m'as dit que c'était très fort. Ouais. TikTok aussi. TikTok, c'est abusé comment c'est très fort même. Ok. Mais hop. Donc là, il se connecte automatiquement. Pourquoi? Alors, tout simplement, il y a la version officielle qui dirait que c'est pour la sécurité et qui se connecte via lui-même pour pas que quelqu'un qui a accès à son PC puisse se connecter. La version non officielle, donc la vraie, c'est qu'on a fait le test il y a 5 minutes et que en fait, ça a planté parce que Facebook a planté pile aujourd'hui et qui se connectait automatiquement via Facebook. Du coup, on a créé un fake account qui s'appelle Rita. Ok. Voilà. Et normalement, le bot devrait se lancer dans pas longtemps. Ouais. Non. Je sais pas si j'ai mis le code. Il est là, non? Etna. Il est là. Ok. Il devrait se lancer. Là, j'ai mis un peu de temps parce que comme ça, on avait le temps de se connecter à la main. Le temps de se connecter à la main. Mais qu'est-ce qu'il fait? En soi, un bot, ça fait toutes les actions qu'un utilisateur peut faire. Par exemple, cliquer sur un élément, écrire un élément ou, je sais pas, récupérer du texte. C'est ça. Faire un peu tout ce qu'on veut. En gros, le principe, c'est qu'avec une sorte de programme, vous allez pouvoir analyser, comme si vous aviez des yeux, ce qui se passe sur votre écran et aller choisir de cliquer ou pas sur des éléments. Donc là, voilà, il a commencé son travail. Voilà. Donc il va swiper automatiquement, on le voit, donc il like ou il délike une photo. On vous montrera par la suite comment faire, notamment comment il récupère ces infos qui sont intéressantes. Voilà, il récupère plein d'infos et il fait un peu ce qu'il veut avec. C'est ça. Et en gros, ça, de base, c'est utilisé pour le test. Pourquoi c'est utilisé pour le test? Parce que quand vous allez avoir un site web, les éléments de test, typiquement, je vais tester mon programme, est-ce que ce bouton-là fonctionne bien, etc., 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 vous voulez l'automatiser. Donc, vous allez pouvoir utiliser plein de libs comme ça qui vous permettent de tester du front. Là, en l'occurrence, ça va tester du front. Oui et non, là on vous l'a montré dans un truc un peu plus ludique, ce qui est, on va essayer de simuler notre action sur un site quelconque, en l'occurrence Tinder. Mais comment tu fais du coup tu utilises quelle lib déjà? Moi j'utilise Puppeteer. En fait c'est une lib qui est utilisée pour faire de la QA. C'est du test utilisateur. C'est-à-dire on vérifie quand on dev un site si les boutons sont bien à un endroit, s'ils fonctionnent, si on récupère des bons éléments, etc. C'est vraiment ça de base. Après, ça sert. Mais après, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent pour du scrapping de data. C'est-à-dire que tu arrives, tu vas sur un site, tu essaies de récupérer de la data, tu la transformes pour la mettre sur ton site ou pour l'utiliser ou pour faire du web archive, et ainsi de suite. Donc typiquement, en gros, vous pouvez vous en servir de manière correcte pour tester vos sites ou de manière un peu plus frauduleuse, entre guillemets, où vous allez automatiser en fait, le fait qu'un humain aille sur un site pour récupérer plein de données. Mais c'est super intéressant parce que ça veut dire que n'importe qui, tu crées ton site, n'importe qui peut arriver et voler ton site. Il peut aller voler ou même il peut aller simuler des actions. Imaginons qu'on code ça pour aller donner des avis sur Google et qu'on aille simplement lui référencer quel site il doit aller ou quel restaurant il doit aller noter. En fait, en créant plusieurs utilisateurs, on pourrait simuler l'authentification Google, aller mettre un avis sur le site, etc., etc. Donc ça peut être à la fois bénéfique pour la plupart des développeurs, mais ça peut être aussi extrêmement dangereux sur comment c'est utilisé.
Et notamment, ça peut scraper énormément de données pour de l'IA ou pour des choses comme ça. C'est aussi souvent utilisé pour ça d'ailleurs. Voilà. Par exemple, tu peux arriver, prendre de la data, la transformer avec ChatGPT et faire un peu ce que tu veux. C'est du vol en soi, mais bon. Il faut le savoir pour pouvoir on n'a pas vraiment de manière de s'en protéger. Vous avez le fameux êtes-vous un robot, mais encore une fois, c'est via les IA aujourd'hui de reconnaissance d'images et du coup Puppeteer qui vous permettent de simuler un clic. Vous allez pouvoir en fait outrepasser vous n'êtes pas un robot. Voilà. Ça demande un peu plus de code, mais c'est pas très compliqué quoi. Du coup, j'ai créé une sorte de petite démo rapide pour montrer. Ouais. Du coup, j'utilise Puppeteer Extra. Okay. Là, on est dans un langage Node.js. Okay. Alors, Puppeteer, c'est quoi? C'est juste une lib, et il y a Puppeteer Extra. C'est Puppeteer, mais avec des plugins supplémentaires. En fait, il y a des gens qui se sont dit Puppeteer pour faire de la QA, c'est cool. Mais Puppeteer pour faire des trucs un peu plus autres, c'est mieux. Du coup, il y a des plugins qui se sont ajoutés comme Extra Plugin Stealth pour éviter, par exemple, que tu sois détecté par n'importe quel robot ou autre. Ouais. Y a ça, tu as des adblocks, tu as des... Okay. Tu as énormément de plugins qui permettent de faire un peu tout ce que tu veux. Du coup, j'initialise Puppeteer classiquement. Est-ce que tu as la doc de ça rapidement? Ouais, je pense qu'on peut aller sur la doc de Puppeteer. J'y suis jamais allé réellement. Alors, bien entendu, du coup, Puppeteer Extra, comme il vous en a parlé, ou ces choses-là, c'est à vous de choisir l'utilisation que vous en faites, encore une fois. Si vous voulez tester vos programmes parce que vous voulez automatiser ça, il y a d'ailleurs des boîtes aujourd'hui qui sont engagées pour le faire. Et c'est très intéressant comme métier. Maintenant, si vous voulez vous marrer à, je sais pas, faire un scroller automatique sur Instagram ou des choses comme ça, c'est vous que ça regarde. Simplement, sachez que vous n'avez pas forcément le droit. Ouais, vraiment pas le droit. En l'occurrence, là, ce qu'on fait nous, c'est à but éducatif. À but éducatif, on le répète. Ok, du coup, là, on est sur la doc, donc on vous donnera le lien, bien entendu. Mais du coup, dans la doc, ils utilisent Puppeteer Launch, en fait, pour initialiser un browser. C'est-à-dire que tu initialises un Chrome, un Edge, tu peux set le browser que tu veux. Par exemple, là, il y a deux fonctions. Ça, c'est les plus importantes, je dirais. Ensuite, c'est l'exécutable. Headless ou pas headless. Qu'est-ce qu'un headless? Ça veut dire que tu as un navigateur d'afficher sur ton écran ou tu n'as pas de navigateur. Tout à l'heure, on a vu qu'il y avait mon navigateur qui s'est ouvert, etc. Et tout. Mais si vous mettez votre Puppeteer sur un serveur, il n'y a pas obligatoirement une interface graphique où tu peux afficher un vrai navigateur. En gros, soit c'est vous pouvez vous en servir surtout pour du debug, ou typiquement, une fois que ça fonctionne, vous n'avez pas besoin de voir ce qui se passe. Vous, ce que vous voulez, c'est simplement qu'il fasse les tests ou les actions que vous voulez dessus. Ok. Du coup, par exemple, si je lance juste ce qu'on a codé juste là, hop, j'ai enlevé ça aussi. Hop, terminal. Hop, npm run. Hop, c'est des... Je crois que c'est celle-là, c'est celle-là. Voilà. Ouais, ok. npm run start. Du coup, là, ce que c'est censé faire, ça m'ouvre un browser et ça m'ouvre une page. Ok. Donc, simple, efficace. Typiquement, comparé à ce qu'on avait tout à l'heure, ça va juste ouvrir un browser et une page random. Voilà. Ça m'ouvre un browser et une page random. Ok. Et c'est dans une sorte de VM ou c'est... Là, c'est que sur mon PC. C'est que sur ton PC, ok. Après, si tu veux le mettre en ligne, tu peux le mettre sur des Cloud Functions, tu peux le mettre sur des GitHub Actions, tu peux le mettre un peu partout. Il n'y a pas de limite en soi. Du coup, typiquement, ça veut dire que si vous vouliez automatiser via GitHub Action une action sur votre site, à vous, ou sur n'importe quel autre site, vous pouvez le faire automatiquement. Ouais, voilà. Normalement, dès que tu push un code, c'est censé utiliser Puppeteer pour cliquer à des bons endroits et tester un peu ton code. Encore une fois, ça dépend de comment vous l'utilisez. Voilà. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre dedans d'important du coup, à part cette launch? Du coup, il y a plein de petits éléments, par exemple l'extra HTTP header. En gros, c'est quand tu fais des requêtes ou autres dans le browser, pour pas que tu sois détecté en tant que bot, tu as plein de petits trucs comme ça. Par exemple, tu ajoutes des éléments à ton browser qui n'est pas Chromium, parce que là, on utilise Chromium pour... créer la page. Mais ça, c'est pas vraiment utile pour notre utilisation. On peut faire un page.goto. Goto, c'est pour dire va sur cette URL. Va sur cette URL, simple, efficace. Et wait until network, nanana, ça veut dire attends que la page est complètement chargée.
Autrement dit, comme vous pouvez le voir sur la base, c'est littéralement ce que ferait un humain. C'est-à-dire qu'on va lui dire, va sur cette URL-là, vu qu'il a son Chrome d'allumé, il va aller sur l'URL qu'on lui a donnée. Simple, efficace. Voilà. Alors, il a choisi Marmiton parce qu'apparemment, tu aimes bien cuisiner. Voilà. Okay. Maintenant, on va passer juste à l'étape où comment on clique. Ouais. Il y a plusieurs méthodes. Moi, j'ai créé une extension, je vous la donnerai peut-être. J'ai créé une extension qui permet Chrome, qui permet de le faire automatiquement. Ça me donne un code. Donc, c'est ton extension à toi. Voilà. Mais je suis sûr qu'il en existe plein. Ouais. Mais par exemple, j'ouvre la console inspectée. Pour l'instant, tout va bien. Je clique sur l'élément, par exemple, j'accepte tout. Et du coup, j'ai l'élément HTML. Okay. Je peux cliquer sur copie. Soit copie XPath, soit copie JSPath. Okay. Alors, qu'est-ce que c'est la JSPath? C'est un document.querySelector. Okay. Simple, efficace. Alors ça, c'est ton extension qui te le copie. Non, là, c'est l'inspecteur. Ça, c'est l'inspecteur. Okay. Et mon extension, elle automatise tout. Ça veut dire je clique sur un bouton record et je clique sur tous les éléments que je veux et ça m'envoie le code. D'accord. Simple, efficace. Mais du coup, JS Code, hop, copie. Ok, donc en gros, ce qu'il vous dit, c'est que quand vous allez vouloir cliquer sur un bouton en particulier, il va falloir en fait lui donner le chemin de ce bouton-là pour qu'il sache où aller cliquer. Parce que, encore une fois, c'est un robot, donc s'il n'a pas le chemin de là où il doit cliquer, il ne va pas savoir où il ne sait pas où. Ok, très bien. Il y a cette méthode, du coup, de Document Query Selector. Alors, pour faire ça, c'est un peu différent, parce que tu dois utiliser quelque chose qui s'appelle Page Evaluate. Okay. Je l'ai copié là, tout bêtement, pas me casser la tête. Hop. Alors, qu'est-ce que le Page Evaluate? En fait, là, tout ce que je vais faire, c'est comme si j'étais dans la console de l'élément. Ça veut dire si je clique, si je mets le Query Selector, comme on l'a mis ici, dans la console, il l'a bien trouvé. Ok. Bah là, Page Evaluate, c'est comme si j'étais dans la console ici. Donc c'est pour vérifier qu'il existe bien. En gros, c'est pour vérifier que vous essayez de cliquer sur un élément qui existe et qui n'a pas disparu entre-temps ou autre. Et là, je peux faire du coup un lm.click. C'est simple, efficace. Je clique sur le bouton. Il clique sur le bouton, il envoie ça. Alors, bien entendu, vous avez cette méthode-là. Je suppose, si je dis pas de bêtises, des tests que moi j'avais fait à l'époque, tu pouvais aussi donner directement la position du bouton dans l'espace. Le gros problème de ça, c'est que si votre page elle n'est pas en plein écran, du coup, la position n'est plus la même et ça pose problème. Bah, je crois qu'il y a... Je ne sais plus c'est quoi la commande, mais tu peux set la taille du browser, tu peux la réduire, tu peux faire un peu ce que tu veux avec le browser. Réellement, je crois qu'il n'y a vraiment pas de limite. J'ai réussi à faire des trucs incroyables avec, du coup, normalement, ça devrait aller. Du coup, par exemple, là, j'ai fait du coup le clic. Le clic. Ok, si on lance du coup, si on lance, du coup, qu'est-ce qui se passe? Ça devrait bien charger la page, et ensuite cliquer sur le bouton. Ok, normalement. On va tester. Hop. Donc là, il charge la page. Il charge bien la page. Et il a cliqué sur le bouton. Incroyable. Comme vous pouvez le voir, il ne s'est pas lancé tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il a mis son waiter. Voilà. Si tu n'avais pas mis le waiter, tu aurais sûrement eu un problème parce qu'il aurait directement essayé de cliquer sur un truc qui n'est pas là. Il y a plein de petites techniques. Par exemple, des await, des wait for timeout. C'est-à-dire tu attends un certain temps avant de faire une action. Ou tu attends qu'un élément soit sur l'écran pour faire une action. Donc typiquement, la pop-up j'accepte l'élément. Tu aurais pu la trigger et attendre qu'elle soit sur ta page. Sur l'élément. C'est-à-dire, imaginons, toujours dans le contexte Tinder, dès que vous avez un match, il y a une sorte de pop-up, bah, tu détectes la pop-up, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà. Du coup, comme on vous l'a montré au début, le truc, pourquoi c'était l'exemple qu'on a pris? Parce que swiper, c'est en fait extrêmement simple. Vous appuyez sur un bouton en boucle. Tous ceux qui ont déjà utilisé Tinder, a priori, ou Instagram, savent que tu peux swipe de manière très, très simple. C'est un cas de test très facile à mettre en place au début. Tu t'authentifies, donc nom de compte, email, mot de passe, et derrière tu vas faire cliquer sur le bouton se connecter, et après derrière tu vas dire je clique sur le bouton pour swiper à droite ou à gauche. Voilà, ça c'est vraiment la base, et avec ce code là vous êtes pratiquement déjà capable de le faire au final. Bah là, je pense que tu es capable déjà de faire beaucoup de choses. Voilà. Et ChatGPT aussi. ChatGPT, voilà. Ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on va vous montrer après, c'est comment tu peux intégrer via, en fait, déjà récupérer ce que tu as sur la page, l'analyser et choisir de faire des choix dessus. Notamment, c'est ce qu'on avait tout à l'heure. Du coup, qu'est-ce que tu veux nous montrer ensuite pour l'instant? Je peux vous montrer aussi une autre méthode qui s'appelle le XPath. On va le faire pour chercher quelque chose dans l'input.
qui est là. Ok. Hop, on clique sur inspecter, comme toujours. Tac, tac. J'essaie d'aller vite. Oui, t'inquiète pas. Je sélectionne l'input. Il est là, on est d'accord. Je vais juste agrandir un peu. Je clique sur ça, copie, XPath. Ok. C'est quoi la différence avec ce qu'on avait tout à l'heure, du coup? Alors, la XPath, c'est un peu différent. Je pourrais pas vraiment te dire vraiment s'il y a la différence, mais ça permet de sélectionner un élément d'une autre façon. Par exemple, là, le XPath, hop, je vais prendre ce code-là pour vous montrer, ça va être plus simple. Ok, très bien. C'est une autre manière de faire qui est, je trouve, plus simple parce que tu n'as pas de document query selector, tu as directement, comment je pourrais dire, un pass. Un chemin. Donc en gros, tu me donnes le chemin relatif de l'élément auquel tu essayes d'accéder. Ok, très bien. Hop. Du coup, par exemple, j'enlève ça. Hop. Ok, donc là, tu donnes le chemin de la barre de recherche, en gros. Voilà. Du coup, il la trouve. Ok. Et normalement, doit taper lasagne. Ok, très bien. Donc là, en l'occurrence, toujours sur Marmiton, il va aller donc ouvrir la page. Une fois qu'il a ouvert la page, il va cliquer sur le bouton « J'accepte tout » pour les cookies. Et derrière, il va simplement aller chercher une recette de manière très classique pour taper. Est-ce que derrière, tu tapes sur le Hunter, du coup, c'est ça? Bah ouais. Okay. En fait, Puppeteer te donne plein d'accès à des commandes très simples. Par exemple, keyboard, type, tu peux un peu cliquer, écrire. Ça permet de simuler pas mal l'utilisateur. Ouais. Tu peux même mettre un time, je crois, un option. Je crois que ça s'appelle time range ou un truc comme ça. Ça permet d'écrire moins vite. Tu vois, pour simuler vraiment. Donc, comme on peut le voir, on a vraiment cette manière de faire qui est très pratique. C'est-à-dire qu'on peut vraiment simuler l'humain jusqu'au point où on va dire il met tant de temps pour taper, etc. etc. Ok. Ça veut dire que tu pourrais, comme fait mon extension, permet de record un peu tes actions, soit les accélérer, soit pas les accélérer, ainsi de suite, ainsi de suite. Ok, donc là on voit que ça a fonctionné direct. Tu as tapé dans ta barre de recherche lasagne. Et du coup il est dans lasagne. Voilà. Ok, très bien. Est-ce qu'il a été modifié l'URL directement ou est-ce qu'il a été dans la barre de recherche? Ah là, il a tapé lasagne. Ok, dans la barre de recherche. On l'a pas vu, ça a été trop vite. C'est vraiment rapide. Je sais pas si j'ai le code pour... je peux essayer de chercher pour... Au pire, non, mais juste un waiter au pire pour nous montrer là pour l'instant. Ouais, je vais... Une fois qu'il a tapé. Waiter, voilà, nickel. 2400, c'est équivaut à combien? Là, c'est en millisecondes. Ok. Du coup, wait for timeout, il va attendre 2 secondes à peu près pour... Hop. Là, il a écrit lasagne. Il a écrit très vite. Ouais. Et du coup, il a cliqué sur lasagne. Donc, dans l'optique où vous seriez un peu mal intentionné, dirons-nous, et où il va falloir en fait simuler un utilisateur, vous n'allez pas permettre qu'il écrive aussi vite parce que vous pouvez être détecté. Donc il faut savoir, comme tu le disais tout à l'heure Régis, il y a des sites qui vont le détecter, c'est que vous tapez trop vite ou typiquement que vous swipez trop vite dans le cas du bot Tinder ou d'Instagram, peu importe. Donc il faut vraiment se méfier quand on va vouloir faire des choses comme ça un peu plus poussées, tester des sites et simuler un humain, il va falloir être précautionneux et notamment pouvoir potentiellement tester plusieurs fois, être OK sur le fait de se faire ban des comptes. Ah, là, je m'en suis fait ban beaucoup. Voilà. Quand on teste des choses comme ça, il faut être bien au courant que, a priori, c'est pas permis de base par le site. Non pas que ça soit, vous n'êtes pas le grand hacker de la nouvelle génération, hein, mais simplement que le site préfère éviter d'avoir des bots qui traînent partout et voilà. Même pour des actions basiques, mais par exemple, il y avait un service que je tairai le nom, mais qui détecte carrément tes mouvements de souris. Ouais. Ça veut dire que si tu fais pas de mouvements de souris, comme le bot il fait pas de mouvement de souris, il clique direct, tu vois ce que je veux dire, au bon endroit. Ouais. Le site va le détecter et va essayer de te dire va-t'en. Va-t'en, tes mouvements ils sont un peu bizarres. Et ça, tu peux le simuler aussi, les mouvements de souris? Ouais, tu peux à peu près tout simuler. Tu peux faire un mouse, move, et tu lui dis de bouger d'un point A à un point B, et ainsi de suite. Donc là, on voit très clairement que... alors, c'est toujours détectable parce que je suppose que quand tu fais un point A à un point B, c'est un robot, il va faire la ligne droite. Il va aller choper l'élément le plus rapide. Mais si tu es malin un petit peu, tu vas lui dire, tu fais point A, point A bis, point AB, machin, et ainsi de suite, jusqu'au point où tu veux réellement atteindre. Donc effectivement, on peut vraiment simuler un humain en entier.
Faut juste se renseigner sur la doc, mais vous voyez qu'avec 2 lignes de code, on peut déjà faire des trucs. On peut faire déjà beaucoup de choses. Plutôt pas mal. Ok. On va continuer rapidement. Ouais, on va continuer sur du marmiton classique. Là, je lui ai mis directement une recette. Ok. Comme ça, on swap une étape. Hop. Et qu'est-ce qu'on va faire dans cette recette? On va essayer de prendre de la data. Ok. Je sais pas comment je vais faire, mais par exemple, on va essayer de prendre... typiquement, les ingrédients, tu peux essayer. Les ingrédients? Ouais. Ouais, on peut essayer de faire ça. Ça doit être une liste, non? Je suppose. Ouais, tu vois, là, c'est un peu plus compliqué. Il y a beaucoup d'éléments. Ouais, ok. Après, tu sais ce qu'on peut faire. Tac, tac, tac. Moi, ce que j'aimais bien faire, c'est une technique, c'est de prendre du HTML, un gros bloc HTML, et de l'envoyer à ChatGPT et lui dire « Sors-moi ça ». Récupère-moi ça. Ok, ça c'est dans l'optique où vous avez l'API de ChatGPT. Forcément, en faisant ça, en fait, ChatGPT va vous ressortir ce que vous avez besoin. Là, typiquement, si on faisait le test, on lui passerait en fait l'HTML, on lui dirait récupère-moi la liste des ingrédients, et le nom des ingrédients et la quantité, potentiellement, et ChatGPT pourrait vous le dire. Bon, bien entendu, ça vous pouvez le faire soit à la main, mais dans une optique d'optimisation et d'automatisation, il va falloir payer l'API de ChatGPT. On fera un épisode sur ChatGPT plus en détail où effectivement on vous expliquera à quel point c'est puissant et à quel point vous pouvez faire des dingueries avec. Alors je ne sais pas si ça sera avec Régis ou non, mais l'épisode est déjà prévu. Du coup, c'est plutôt sympa. Mais en l'occurrence, là, on peut essayer juste de récupérer certaines données. Ouais, bah là, le plus simple pour toi. Ça devrait aller. Ouais. Du coup, là, ce que je vais faire, j'ai trouvé quelque chose qui s'appelle ingredient name. C'est une classe que j'ai l'impression que tout le monde a. Ouais, ok. Du coup, en vrai, on peut tester. On va aller dans la console, document.query. Je crois que je vais augmenter un peu la taille. Ouais, nickel. Query sector role. Hop, point ingredient name. Ok. Et j'ai une liste de 8 ingrédients. Ok, donc comme vous pouvez le voir, quand vous allez chercher à débugger sur votre programme, vous pouvez directement aller dans l'inspecteur. Hein. Voilà. Souvent, il y a beaucoup de devs qui sous-estiment l'importance de l'inspecteur d'éléments. Ce truc-là, c'est vraiment une dinguerie. C'est-à-dire que vous pouvez aller récupérer, visualiser, récupérer les requêtes. Servez-vous-en quand vous débuguez. Ok ? Ne serait-ce que pour débugger votre propre code. Hein. Vous pouvez vous rendre compte directement qu'il y a une classe qui n'est pas bien faite en CSS et tout simplement, vous n'avez pas correctement bien ces trucs-là. Donc là, qu'est-ce que tu fais? Tu vas simplement aller le sélectionner. Voilà, je les ai tous sélectionnés. Là, il y en a 8. Je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il y a dedans, mais normalement, on devrait y avoir, si c'est bien fait, les noms des ingrédients. Et du coup, tu peux les print potentiellement. Bah, du coup, là, ce que je vais faire, c'est ingredient.forEach. Simple, efficace. Hop, on va mettre un E. Alors, pour ceux qui se demandent ce qu'il fait, là, il fait une arrow fonction. C'est très classique en JS, hein, mais ça vous permet en fait de dire... dans mon for each, voilà ce que je vais effectuer. Et le E représente chaque élément du for each, en gros. Ouais, c'est un peu ça. Voilà, pour simplifier le truc au maximum. Et inner... Ouais, tu vois, là, je peux faire inner text. Et j'ai bien un gruyère râpé. Du coup, si je fais ça, et si je fais ça, normalement, dès que je vais lancer, on peut mettre un petit timeout juste un peu en dessous. Et on est bon. Hop, ok, hop. Donc là, si tout fonctionne bien, on va aller sur cette page-là et récupérer la liste des ingrédients. Voilà, ça devrait me console log la liste des ingrédients et ensuite, je pourrais en faire un peu tout ce que je veux. Les mettre dans une base de données, l'écrire quelque part, faire un peu tout ce que je veux. Il n'y a pas vraiment de limite, on va dire. Hop. Si on était malveillant, là, littéralement, on pourrait faire un copier-coller de Marmiton de manière automatique. Ouais, totalement. Et refaire un site différent qui s'appelle pareil que qui s'appelle juste différemment Marmiton, du genre Collabs Marmiton par exemple. Ouais. Et on pourrait en fait aller copier chaque page du site de manière automatique, donc pas à la main. Récupérer l'ensemble des ingrédients, l'ensemble des quantités, l'ensemble des étapes, si on avait été plus loin, et simplement aller les afficher sur notre propre site et notamment les remplir. Le gros souci, vous imaginez bien, ou du moins le mettre dans notre base de données et qu'on requêterait par la suite. Voilà. Bon, on va voir ça. Je ne sais plus si tu as laissé le bouton « J'accepte ». Ouais, si, il l'a mis. Là, je l'ai remis, parce qu'en fait, il ne l'avait pas. Tu l'avais pas. Ouais. Ok. Du coup, il l'a mis dans la console, je crois. Tout à l'heure, c'était undefined.
Je pense que c'est parce que... non, undefined. Undefined toujours? Bonne question. Peut-être ils ont des sécurités que je connais pas. Ok. C'est possible. C'est possible. Il n'y a pas vraiment de ingredient name. On peut essayer de faire des petits console log par-ci par-là, tu vois. Ouais, pour tester, ouais. Ingredient. Hop. Déjà voir si tu arrives à get l'objet, effectivement. Tac. Mais c'est un peu ça, comment je pourrais dire, faire de l'automatisation, ouais. Automatisation / scrapping. Là, c'est du scrapping en soi. Là, c'est clairement du scrapping, oui. Clairement du scrapping. Alors. Mais c'est beaucoup de die and retry. Ouais. Et le code n'est pas très joli, on va pas se le cacher. Hop. Alors, le code n'est pas très joli, il faut savoir que là, c'est une démo, d'accord. Sur le principe, vous pouvez tout à fait optimiser ce code-là, mieux le gérer, le découper en fichiers, en fonctions, etc., etc. Bon, sur le principe, les trucs de scrapping, il faut savoir que c'est les... Hein? C'est moi qui est bête. Ok, oui, j'avais pas mis... Oui, ok. J'avais pas mis la bonne variable, mais ouais. Mais du coup, il faut bien comprendre que les trucs de scrapping, de base, c'est illégal, ok? Ça n'empêche pas des centaines de milliers de personnes de le faire. Notamment, là, on voit que Marmiton, a priori, il n'est pas sécurisé de fou. Voilà, j'ai le gruyère râpé, l'oignon, les pâtes, le beurre. Donc imaginez, si on prend un cas très concret, imaginez qu'on soit dans l'optique où on se dit, bah tiens, moi je vais ouvrir mon site de bouffe, de recettes, et il me faut une base de données. Ok? Comment je fais ça pour remplir cette base de données? Parce qu'a priori, imaginons que je veux faire une IA sur des recettes, qui conçoit des recettes, mais qui doit se baser sur des recettes de base. Il me faut des données pour ça. Et ces données-là, malheureusement, vous n'allez pas vous amuser à les taper à la main. Parce qu'une IA, elle a besoin de centaines de milliers de données, donc c'est galère. Ouais. Mais du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut organiser des scrappers comme ça qui sont utilisés. Il faut savoir que d'ailleurs, Tesla est connu pour scraper des données de manière un peu random comme ça pour leurs IA. Bon, c'est pas légal. Mid-journée pareil. Voilà. C'est pas légal, mais ça reste accepté si vous copiez pas tel quel le truc. Ouais, tu peux transformer la data, il n'y a aucun souci. Dès que en fait, c'est utilisé autrement, voilà. Normalement, c'est légal. Théoriquement, si je copie une recette sur Internet, mais que je ne me sers pas pour publier cette recette, mais potentiellement pour faire une IA qui va analyser mes recettes et où les noter, typiquement, bon, a priori, il n'y a pas de problème particulier là-dessus. Après, c'est aussi très pratique. Moi, qui fais pas mal de 3D ou autre, j'ai déjà utilisé ça une fois pour die and retry. À chaque fois que je committais quelque chose, un test, est-ce que ça affiche bien sur le site ou pas? Et par exemple, là, je suis sur un bug, j'y arrive pas, je crois que je vais mettre ça en plus. Est-ce que tu peux typiquement télécharger le HTML de la page? Ouais. Tu peux faire à peu près tout ce que tu veux si tu as accès au... Si tu as accès au site, du coup, tu peux faire tout ce que tu veux. Si je fais un document, .body par exemple, ok. Et là, à l'intérieur, j'ai tout le site en soi. Voilà, donc littéralement, avec du coup cette lib-là, vous allez pouvoir faire exactement la même chose et récupérer l'entièreté du site. Ça peut vous permettre de faire quoi, ça, en termes de développement autorisé? Ça peut vous permettre simplement d'aller analyser un site internet. Typiquement, pour tous ceux qui ont fait la piscine à l'ETNA, vous savez que vous avez quelques jours d'HTML, de CSS. On vous demande de pusher le code. Pourquoi? Parce que nous, c'est plus simple d'aller directement récupérer votre fichier et d'analyser le fichier tel quel. Si ce n'était pas le cas et que je voulais simplement aller récupérer vos portfolios et regarder ce que vous avez mis dans les divs, notamment potentiellement des divs obligatoires pour le valider, et je pourrais tout à fait faire ça parce que votre site a été hébergé, je mets juste l'URL de votre site et je récupère l'ensemble des données que j'ai besoin. J'ai un ami, très proche en plus, qui est prof et qui a fait ça aussi pour ses élèves. Très marrant, mais il prend le code de ses élèves et il le balance à comment je pourrais dire, un puppeteer qui prend le code et qui balance ChatGPT pour donner une note au code. Oui, voilà. C'est con, hein. Mais... On peut imaginer plein de trucs comme ça, effectivement. Typiquement, vous avez, je sais pas, un Deliveroo qui part sur votre navigateur et vous voulez automatiser le fait de faire une commande en particulier parce que vous avez la flemme de taper vos commandes Deliveroo vous-même. Imaginons qu'on soit au summum de la flemme, on pourrait le faire. Et le truc qui est impressionnant, c'est que ça peut être autant
utiliser comme l'a pu le faire Régis pour simplifier sa vie, typiquement comme l'histoire de revalider son plateau moto. Mais ça peut être aussi pour scraper des données, simuler un utilisateur. Là, on voit que tout à l'heure sur le Tinder, on a simulé littéralement un utilisateur Tinder. Il y a des choses où il faut faire très attention. Ouais, parce qu'au final, tu peux faire des... Ouais, tu peux faire ce que tu veux. Ouais, c'est ça. Si toi, tu peux le faire, bah, tout le monde peut le faire. Voilà. Alors, sur cet épisode-là, on vous a montré comment on le fait. Sur un prochain épisode, ce qui serait cool, c'est de vous montrer effectivement comment on s'en protège de ça. Faut savoir qu'il y a pas mal de solutions, et notamment il y a aussi des libres qui existent. Il y a des libres qui existent pour simuler un utilisateur, il y a des libres qui existent pour détecter la simulation d'un utilisateur. Ouais. Faut savoir que en soi, ces libres-là, elles ont une limite tout de même. Typiquement, un des trucs bateaux, ça va être de dire, si la souris ne se déplace pas, je sais que c'est pas un utilisateur lambda. Vous pouvez le mettre sur votre site. Mais étant donné que l'autre libre vous propose de faire bouger la souris, c'est simplement une question d'investissement du mec qui veut hacker le bordel. Donc bon, ça vous de voir. Bah, en soi, tout est hackable, c'est juste le temps que ça va te prendre. C'est ça. Le temps que ça va te prendre et surtout ce que ça te rapporte. Ouais, c'est ça. Parce que, par exemple, même les connexions à des comptes ou autres, ça, je crois que je t'en avais déjà parlé, mais TikTok, c'est super sécurisé. Pour rentrer dedans, impossible niveau connexion. Ouais. Instagram, super dur aussi. Facebook, par contre, du beurre. Voilà. Encore une fois, tout dépend. C'est-à-dire que je suppose que ce qui rend compliqué ça, c'est que sur Instagram ou TikTok, ils ont des vérifications supplémentaires. Ouais. Téléphone, email, CAPTCHA. Détection de typing. Ils ont beaucoup de choses. Vraiment, ils sont très forts. Voilà. Donc là, typiquement, si je voulais aller sur TikTok, il faudrait potentiellement, comme on l'a fait là sur le Tinder au début, me connecter à la main et laisser derrière mon bot publier des vidéos. Mais c'est le même principe. Si je publie 50 vidéos en une nuit, TikTok va dire « Attends, là, tu me fais un truc bizarre. C'est bizarre. » Donc, bien entendu qu'on peut faire pas mal de trucs, et c'est possible, hein, parce que pour tester, tu l'as fait, sur tester des trucs comme ça, on a testé des choses comme ça. Maintenant, il faut savoir que ça vous prend du temps, d'accord ? Donc, testez sur des petits sites pas sécurisés, Marmiton, si vous voulez vous marrer un petit peu, allez sur Facebook, potentiellement pour, je sais pas, aller liker la photo de votre maman qui vient de publier un truc, si ça vous fait marrer. N'empêche que, a priori, vous êtes quand même extrêmement libre d'action là-dessus. Ouais. Voilà. Ok, très bien. Est-ce que tu as autre chose à nous montrer ? Je peux vous montrer un petit site, mais après, il marche plus. Tu vois le... Ouais, vas-y. Non, vu qu'il marche pas, c'est pas grave. Ouais, ok, bon, c'est pas grave. Sur le principe, nous, on va vous dire au revoir. Bonne journée, du coup. Sur le prochain épisode, on va aborder sûrement les drones. Je vous tease un petit peu. Ouais. On va aborder l'IA et comment on se fait suivre par un drone. Encore une fois, n'hésitez pas à nous dire si ça vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner, comme d'habitude. Je mettrai le 2-3 codes. Ouais, le lien rapide. Typiquement, sur celui du Marmiton, ça peut être intéressant. Celui du Marmiton, même le Tinder rapide, je pourrais peut-être le laisser. On verra. Voilà. Mais en tout cas, sachez qu'on va vous mettre au moins la documentation en bas de la vidéo. Bien entendu, on va vous mettre le portfolio de Régis et des petites choses sympas parce qu'il fait pas mal de trucs. Si vous voulez aller voir, n'hésitez pas. Et puis, on va vous mettre donc, le GitHub au moins du Marmiton. On va essayer de le commenter comme d'habitude. Et c'est à peu près tout. Du coup, on vous laisse sur ça. Et puis, à la prochaine fois pour un nouvel épisode. Voilà. À bientôt. À bientôt.